Épisode Focus. Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu, un épisode focus sur le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. On fait ça avec Juliette, pédopsychiatre. Salut Juliette. Salut Maxime. Ok, donc TDAH, est-ce que tu peux nous expliquer les symptômes de ce trouble du neurodéveloppement ? On avait parlé du TDAH dans les troubles du neurodéveloppement. Oui, tout à fait. Le TDAH, donc, ça fait partie des TND. Pour resituer un petit peu au niveau fréquence, le TDAH, ça concerne à peu près 5% des enfants. Ça concerne aussi les adultes, du coup, mais dans des proportions un peu moindres. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a certains signes cliniques qui peuvent diminuer avec l'âge, notamment l'impulsivité. Donc, au niveau des symptômes, dans le TDAH, du coup, en fait, on parle de triade dans le TDAH. Donc, triade, 3 grands symptômes. Le premier, donc, c'est l'impulsivité. Le second, c'est l'inattention. Et le troisième, c'est l'hyperactivité. D'accord. Et en fait, ces 3 symptômes, ils vont se définir dans plusieurs domaines, dans le domaine familial, dans le domaine scolaire, dans le domaine extrascolaire, etc. D'accord. On avait parlé des troubles de la personnalité et on avait vu que le TDAH pouvait glisser vers un trouble de la personnalité antisociale. C'est ça, en fait, le TDAH est un facteur de risque de développer un trouble de personnalité antisociale. Donc ça glisse pas vraiment, mais voilà. ok. Et tous les TDAH ne deviendront pas des personnes avec un trouble de personnalité, mais il y a plus de risques. Et tu as dit que les adultes pouvaient être TDAH, mais est-ce qu'on peut avoir un TDAH qui apparaît à l'âge adulte ou c'est des TDAH qui existaient au cours de l'enfance ? Alors en France, on est clair sur les signes cliniques, les critères diagnostiques. Il faut que les symptômes soient présents avant 12 ans. Après, dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est moins carré. J'ai vu certaines études où on parlait de TDAH à l'âge adulte, en fait, apparu à l'âge adulte. Mais voilà, il faut retenir qu'en France, c'est un diagnostic qui se pose dans l'enfance. D'accord. Donc, ces enfants vont avoir donc cette présentation clinique. À partir de quel âge, en général, on se dit il y a ce trouble déficit de l'attention qui est en place. Donc, est-ce que avant la scolarité, on décèle Alors, en fait, le TDAH, ça va impacter donc l'attention et la capacité en fait à rester en non-hyperactivité, en gros. Donc, c'est souvent décelé à l'âge scolaire. Les troubles spécifiques des apprentissages et du développement au niveau du CP, en fait, c'est là qu'on demande aux enfants, il faut que tu restes assis sur ta chaise et que tu écoutes le cours et que tu apprennes des choses et que tu sois concentré. Et en fait, si c'est des enfants avec un déficit dans ce domaine d'apprentissage et de développement, et en fait, c'est là qu'on va avoir les signes cliniques les plus marqués. Une petite question, un peu d'ordre philosophique, mais dans les épisodes longs où je discute avec des médecins, etc., je leur demande souvent s'ils se sont trouvés adaptés à l'exercice scolaire et à la scolarité. Est-ce qu'un enfant qui n'est pas adapté à l'école peut être malheureusement étiqueté TDAH ou est-ce qu'il y a de vrais éléments qui nous permettent de poser le diagnostic de façon médicale avec quelque chose de clair, parce que parfois je me dis que quelqu'un qui n'est pas adapté à l'école, qui aimerait plus avoir cours à l'extérieur, dans les champs, sur l'herbe, il pourrait être étiqueté de TDAH. Alors, il y a, pour répondre à ta question, des critères diagnostiques précis qui sont tirés du coup du DSM-5, donc le manuel où sont répertoriées les pathologies mentales en France. Pour poser un diagnostic, il faut avoir tant de symptômes, donc au moins 6 symptômes dans la dimension de l'inattention, au moins 6 symptômes dans la dimension hyperactivité-impulsivité. D'accord. C'est pas parce que tu bouges tes fesses en cours que... En fait, il faut regarder plus large. Et comme dans tout, en pédopsychiatrie, il faut regarder l'environnement. Si c'est un enfant qui
qui a d'autres préoccupations dans sa vie que apprendre comment on calcule, comment on écrit des trucs, c'est peut-être mieux expliqué par des difficultés au niveau émotionnel et au niveau de ce qui se passe dans sa vie et de sa possibilité mentale en fait d'apprendre, plutôt qu'un vrai trouble du neurodéveloppement où il y a des signes cliniques précis, des critères précis. Les deux peuvent être malheureusement associés, mais voilà, si, pour reprendre ton exemple, voilà, les personnes qui préfèrent avoir cours dehors, tout ça, ils vivent peut-être dans un appartement et ils ont envie de prendre l'air. Enfin, je sais pas, on peut tout balayer. Recontextualiser. Exactement, il faut recontextualiser. Ok. Donc, on se rend compte qu'il y a 6 symptômes. Il y a 2 dimensions et pour vraiment poser le diagnostic, il faut avoir au moins 6 symptômes dans les 2 dimensions. Ok, les 2 dimensions. Donc, inattention, ça c'est une dimension qui est majoritaire chez les filles. En fait, dans le TDAH, les filles, en fait, elles ont plus le versant inattention, et les garçons ont plus le versant hyperactivité. Okay. Et donc, en fait, là, en disant ça, on voit bien que quelqu'un qui est hyperactif, qui n'arrive pas à rester sur sa chaise, qui bouge, tout ça, ça va plus se voir que quelqu'un qui est assis sur sa chaise mais qui n'arrive pas à être attentif. Et donc en fait c'est pour ça qu'il y a un sous-diagnostic de TDAH chez les filles, parce qu'en fait une fille qui bouge pas mais qui peut-être comprend pas trop, on s'inquiète moins qu'un garçon qui peut pas rester sur sa chaise. Ouais. Ça dérange tout le monde, ça va rendre aux chèvres le prof, etc. Et exactement, donc il y a un biais un peu diagnostic fille-garçon par rapport à ça. Et elle est longue la liste des symptômes dans chacune des catégories, ou c'est un peu trop barbare à écouter? Je sais pas, si tu veux que... ça va faire un peu listing, si tu veux que je dise tout, mais comme tu veux. Mais en tout cas, vous, quand vous recevez un jeune enfant en consultation de pédopsychiatrie, vous avez ces grilles, entre guillemets, ces listes de symptômes, et vous entretenez, vous jouez avec l'enfant pour essayer de déceler ces symptômes cliniques. En fait, c'est ça. Après, je vais te citer quelques exemples si tu veux dans la catégorie inattention. Donc, il y a par exemple l'enfant ne parvient pas à prêter attention aux détails, fait des fautes d'étourderie. Là, on peut se dire moi aussi je faisais des fautes d'étourderie quand j'étais jeune. Oui, mais là c'est que 1 symptôme sur 6. Il faut vraiment avoir au moins 6 symptômes. Donc, il faut les avoir en tête. Ouais, c'est différent. Pendant que tu examines l'enfant. Après, moi personnellement, je suis pas là en train de cocher les trucs on les a globalement en tête, mais c'est ça qui pose le diagnostic, et c'est pour ça en fait, comme tu disais au début, on parle parfois cet enfant il est hyperactif, c'est pas ça qui définit un TDAH. Le TDAH, en fait, pour vous citer des exemples dans le champ de l'impulsivité, de l'hyperactivité, il y a remue ses mains, ses pieds, se tortille sous son siège, plus se lève souvent de classe dans d'autres situations où il est supposé rester assis, plus court, grimpe partout dans les situations où cela est inapproprié, plus a du mal à se tenir tranquille quand on fait des activités, des jeux. En fait, c'est ça. Juste un enfant qui aime pas les cours de maths et qui se tortille sur sa chaise en cours de maths, il est pas hyperactif s'il est tranquille à la maison, quand il lit avec ses parents, s'il est tranquille quand il est au musée, ou je sais pas. D'accord. Voilà, c'est vraiment un diagnostic médical, quoi. D'accord. Ok. Quel va être l'impact pour cet enfant, pour sa famille? Je suppose que c'est quelque chose, entre guillemets, d'avoir soit un enfant TDAH à la maison ou un enfant TDAH à l'école, notamment quand c'est un garçon qui est plus sur le versant hyperactivité, notamment, parce que, on l'a dit, les filles peut-être sont plus faciles à vivre avec ce TDAH qui les amène à être un peu plus silencieuses et effacées. Je suis d'accord avec toi. On peut parler de 2 types de retentissement. Le retentissement chez les personnes autour de l'enfant avec TDAH, mais aussi et surtout les retentissements sur l'enfant qui a lui un TDAH. En fait, quand on n'arrive pas à être attentif ou quand on n'arrive pas à rester assis sur une chaise quand on nous le demande, ça a des répercussions très importantes, et ça souvent on le met au second plan. Mais en fait, c'est des enfants qui vont avoir une faible estime d'eux-mêmes, parce qu'en fait, du fait de leur trouble du neurodéveloppement, ils vont avoir du mal à rester attentifs, donc ils vont avoir du mal à apprendre, à écouter, à être posés avec des gens qui leur expliquent des choses. Donc en fait, ils vont se dire mais je suis nul en fait. Ouais, en plus, il y aura pas à faire ça. Sans doute un échec sur les notes, etc. C'est ça. Et peut-être accentué si les adultes autour ne comprennent pas, disent c'est ta faute. Mais en fait, du coup, c'est des enfants qui auront une faible estime d'eux-mêmes, qui peut aller en fait jusqu'à des symptômes anxieux, voire un refus scolaire anxieux. C'est vraiment qui se surajoute au TDAH. Exactement. Des difficultés d'apprentissage qui se surajoutent. Donc en fait, c'est une spirale de l'échec un peu.
je suis inattentif, j'arrive pas à apprendre, donc du coup, j'ai une faible estime de moi, donc du coup, je me dis que ça sert à rien d'apprendre, et donc voilà, donc en fait, c'est assez terrible, quoi, comme spirale. Ça peut créer aussi un isolement social, parce que, moi, je joue pas avec Trucmuche, parce que il comprend jamais les règles du jeu, parce que il court partout, il comprend rien. Donc c'est des enfants qui peuvent se retrouver isolés, qui peuvent se retrouver harcelés, et qui épuisent, en fait, leur environnement, leurs parents, les enseignants, tout ça, mais du coup, qui ont une réelle souffrance, en fait, eux-mêmes. Donc voilà, il faut prendre en compte l'entourage, mais aussi l'enfant et le vécu de l'enfant par rapport à ça, c'est important. Du coup, il y a des retentissements différents, que ce soit un garçon ou une fille, justement, en fonction du versant ciblé. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on s'est rendu compte que les filles vivaient mieux le TDAH que les garçons ? Alors, ça, je suis pas sûre, parce qu'en fait, peut-être même au contraire. Enfin, bien sûr, chaque cas est différent, mais je veux dire, le retentissement de l'environnement autour d'une personne TDAH qui est plus sur le versant inattentif, mais ça va être « Oh, elle est tête en l'air » ou « Oh, il est tête en l'air », ça peut exister aussi, mais « Oh, voilà, elle est tête en l'air, elle arrive toujours en retard ». Mais la personne, elle, c'est « Ah, mais putain, je suis tête en l'air, là, j'en ai marre, j'oublie tout, j'arrive pas à me concentrer, je suis obligée de me faire des listes pour pas oublier, je me rappelle plus de si, je suis incapable de tenir une discussion ou un livre du début à la fin. » Enfin, je pense que le retentissement chez la personne est tout aussi impactant, même s'il peut être différent, qu'on soit sur le versant inattentif ou qu'on soit sur le versant hyperactif. Alors juste une question de sémantique, on parle de troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ça veut dire que l'hyperactivité n'est pas obligatoire, mais le déficit de l'attention, lui, oui. En tout cas, le trouble semble laisser dire ça, quoi. En fait, il faut qu'il y ait tout à fait plusieurs symptômes et que les impacts, surtout, soient sur plusieurs domaines. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau familial, au niveau scolaire, au niveau extrascolaire. Et après, au niveau impulsivité, inattention, inactivité, en fait, ça dépend vraiment de chaque enfant, de chaque personne. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? Alors, c'est une très bonne question. Quel est l'ensemble des prises en charge qui leur sont proposées ? Alors déjà, en fait, il faut faire des bilans pour ces enfants, parce que comme je l'ai dit, c'est des diagnostics importants et on ne parle pas de ça à la légère. Il y a des bilans au niveau orthophonique par rapport au langage. Est-ce qu'il est inattentif parce qu'il est vraiment TDAH, ou est-ce qu'il ne comprend pas certains mots ? Est-ce qu'il ne comprend pas, qu'il n'arrive pas à écrire, tout ça ? Il faut éliminer en fait d'autres choses, voilà. C'est ce qu'on avait dit pour les autres TND, où il faut éliminer les déficits de la sensorialité, c'est-à-dire est-ce qu'il m'entend, est-ce qu'il voit bien, est-ce qu'il a conscience de tout ça avant de parler de pathologie. C'est ça, voilà, je suis d'accord avec toi. En premier temps, c'est comme ça pour les TND, on élimine ce qui est somatique, on prend en compte l'environnement, pareil, parce qu'un enfant qui est excité quand il y a d'autres adultes, comment il est quand il est à la maison, comment ça se passe avec ses parents, avec ses frères et sœurs, tout ça. Et donc du coup, au niveau du bilan, donc un bilan généralement avec un orthophoniste pour prendre en compte le langage, écrit, oral, un bilan avec un psychomotricien pour voir comment ça se passe au niveau sensoriel, au niveau de la motricité, notamment au niveau de la graphomotricité aussi, et aussi un bilan du sommeil, c'est très important chez les TDAH. Il faut investiguer, parce qu'en fait, un trouble du sommeil, ça peut être une cause en fait qui peut accentuer les TDAH, ça peut être une conséquence du TDAH, ou ça peut être associé au TDAH. Donc en fait, le sommeil, après chez tous les enfants, mais chez les enfants qui souffrent de TDAH, c'est très important à investiguer. Ok. Et après, au niveau prise en charge, comme on l'avait dit pour les troubles du spectre de l'autisme, il peut y avoir des aménagements scolaires, notamment chez les enfants avec TDAH. C'est très important d'avoir certaines règles, notamment des règles d'hygiène de vie au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil, au niveau des écrans, au niveau de l'activité physique, au niveau de la place en classe, tout ça, quel camarade il est à côté, pour le mettre dans les meilleures conditions possibles, en fait. Ça va pas annuler son trouble, mais ça va l'aider à ce que ça ne soit pas pire. Okay. Donc il peut y avoir des adaptations au niveau scolaire, au niveau familial, au niveau du travail. On peut faire un travail aussi d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire expliquer le trouble à l'enfant et aux parents et aux proches pour que le parent, quand il voit son enfant être inattentif ou être hyperactif, qu'il comprenne que c'est en fait un symptôme et que l'enfant il fait pas exprès. Donc du coup, si on comprend ça, on peut accompagner l'enfant à dire bon mais là peut-être qu'il faut que tu ailles faire ci, faire ça pour diminuer ce symptôme. Il faut traiter bien sûr les comorbidités.
Donc, c'est-à-dire s'il y a un trouble anxieux associé, s'il y a une dépression même associée chez les adultes, ça peut exister. Chez les adultes, il y a aussi souvent des comorbidités addictives avec des consommations de substances. Donc ça, il faut traiter. Ça peut accentuer aussi le TDAH. Et ensuite, il y a des traitements non pharmacologiques et des traitements pharmacologiques avec des molécules précises en fait qui permettent de focaliser l'attention de l'enfant, de diminuer cette hyperactivité et vraiment de faire en sorte que l'enfant, en tout cas sur le temps scolaire, puisse se concentrer, ne puisse pas être handicapé dans ses apprentissages du fait de son trouble. D'accord, ok, très clair. Les molécules, on va pas les nommer, mais Oui, quoi c'est qu'il en pas soit, elles ont quand même une certaine efficacité. Oui. Ouais. Il ne faut pas en fait les sous-utiliser parce que c'est des traitements qui sont efficaces, qui ne sont pas forcément à vie, qui ont de très bons résultats et comme je l'ai dit, qui permettent en fait de diminuer les impacts sociaux des apprentissages qui parfois sont la source de la plus grande souffrance chez l'enfant. Et tu dis ça, il faut pas les sous-utiliser parce que souvent, malheureusement, il y a une crainte de la part des parents ou du côté médical aussi. Côté médical, je sais pas. Je pense que chez les pédopsychiatres, c'est quand même assez bien connu. Chez les parents, oui. Après, ça se comprend. Ça reste quand même un médicament à donner à un enfant en bas âge, tout ça. Bien sûr que c'est normal d'avoir des craintes, mais il faut comprendre pourquoi on le propose, à quoi ça peut servir et surtout la balance bénéfice-risque. Si ne pas le mettre, mais avoir un enfant qui n'arrive pas à se concentrer, qui n'arrive pas à ne pas être hyperactif, qui n'arrive pas à apprendre, qui est isolé, qui va avoir un trouble anxieux, qui après va développer une dépression, vraiment ça peut être catastrophique, il ne faut pas sous-estimer l'impact, alors qu'un traitement peut être de courte durée sur une période précise peut accompagner l'enfant à être plus focus, à mieux se développer et à pas développer tous ces troubles plus tard. À recréer une dynamique positive. Tout à fait. Ok, merci beaucoup, c'était très clair. Avec plaisir. À bientôt tout le monde. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.